Bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Lelo Bandeko, Bokoyoka débat. Et ça somme. Après la prise des localités de Rutshuru et Kiwanja, des tirs ont été attendus le lundi. Alors, Batouba Monete ou Salamaki lundi, jusqu'à ce que Bango ba comité na Rutshuru. Alors, peuple a sangani pour un débat. Bandeko, pays a menacé dans des amukite. Bogoyoka débat, bogoyoka muta pes opinion na e. Situation est que le pays est en guerre. Communauté internationale va saluer l'hypocrisie na bango. Na même moment, et pesi banguna temps va se préparer. Et ça à faveur il y a 1-23 à se préparer qui m'a cassé. Et ça passe. Sur le plan humanitaire, la situation est préoccupante dans la province du Nord Kivu. Parce que dans les territoires de Rutshuru, des milliers de personnes se déplacent. Des affrontements. Face de ces rebelles F23. Alors, dans une déclaration, Bateau va le qui en tout cas citation et Zamopolo. Alors, Bandeko, au plan diplomatique, l'exclusion paye ambassadeur, Bogoyo Kana débat, ambassadeur Rwandais. Situation n'endenge commis. Bokoyoka professeur wana Bob yepa olobaki en tout cas Uganda azo sala ngona secret. Uganda azo sala ngo secrètement baza frontière na Bunagana. Alors to benga na bango bandeko ezala kutu Uganda yaki nete na ADC. Eza kop na mwa bandakana. Do ezaka ndenge moko. Mais biso to profiter to benga na bango. Parce que le peuple attend beaucoup de débat. Alors, situation sécuritaire, bandeko. Il y a une question battue. Quelle lecture fait de l'évolution de la situation sécuritaire à l'Est? Il y a des débats. Mboka oza mboka na biso. Boko yoka ba Congolais ba. O ba sa ba patriote ba kuno ba. Boko yoka mutamuno opinion na ye. Alors, biso pe. Bobo zola d'émission. Bo pe sa pe ba commentaire na oyo ba zolo ba. Mais boyo que ça minute belé à peu près 40-45 minutes et zo senga ki oyo batona bakoloba biso peto pesa ba commentaire mboka oyo to telemi moto moko ta kozwa mboka na biso baye baeti parce bakamba Sun City makambo eleka kalawana ekotika la kozonga te o EDC Goma babotoli boy o makambo eleki ya RCD AFDL ekosala malisusu te bato oyo tokobenga bango tant que peuple aza uni ekosimba te banguna Congo bakoyoka yango. Alors tolanda débat bon to continue mission na biso. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Après la prise par le M23 des localités de Rutshuru et Kiwanja le week-end dernier, des tirs nourris ont été entendus dans la matinée ce lundi entre Kaunga et Mabenga. Pendant ce temps, sur le front sud, un calme précaire a été signalé dans le groupement des Rougari après des violents combats toute la journée de dimanche entre les deux forces dans cette zone. Sur le plan humanitaire, la situation reste préoccupante dans la province du Nord Kivu et particulièrement dans les territoires de Rutshuru où des milliers de personnes se déplacent fuyant les affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23. Dans une déclaration faite à Radio Kapi, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, estime qu'il est urgent de donner une réponse humanitaire aux besoins que présentent ces personnes en détresse. Au plan diplomatique, le gouvernement a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa suite à l'appui avéré du Rwanda au M23. Quelle lecture faire de l'évolution de la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru et ses environs?
C'est l'objet du débat de ce soir qui connaîtra la participation du professeur Bob Kabamba. Il est professeur à l'université de Liège en Belgique et il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Bonsoir professeur Bob Kabamba. Oui, bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi. Professeur Martin Ziakwaou, il est docteur en relations internationales et professeur d'université. Il est chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC. Il est aussi auteur de l'ouvrage intitulé Accord cadre d'Addis Abeba, portée à incidence sur la RDC. Bonsoir, professeur Martin Ziakwaou. Bonsoir. Et professeur Chobert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani et à l'université catholique du Congo, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Il est aussi chercheur principal dans les piliers violence du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Bonsoir professeur Chobert Agenonga. Bonsoir. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Nous le disions au sommaire, au Nord Kivu, la situation reste tendue jusque ce lundi dans la zone des combats opposant les rebelles du M23 et aux forces armées de la RDC. Cette situation accroît une crise humanitaire dans la région depuis la semaine dernière. Pour en parler, nous recevons Sifa Magourou qui va s'entretenir avec Kéline Kouté. Sifa Magourou, bonsoir. Bonsoir, Kéline Kouté. Quelle est la situation sur les différentes lignes de front ce lundi? Oui, sur les fronts nord du territoire des Rutshuru, des tirs nourris ont été entendus entre 7h et 9h locales, un peu plus au nord de la cité de Kiwanja. Nos sources dans la région ont confirmé l'arrivée des rebelles du M23 au poste des patrouilles de l'ICCN à Mabenga. C'est en plein parc national de Virunga, vers les limites nord de la chefferie de Bouicha. Ces sources parlent aussi d'une progression des rebelles vers le groupement de Binza, nord-est de la cité de Kiwanja. Les militaires FARDC se seraient repliés vers la station de l'ICCN à la Rwindi, mais aussi sur l'axe de l'enclave des pêches de Vichumbi. Alors sur le front sud du territoire de Rutshuru, un calme reste observé jusque dans la soirée dans la zone située entre Rugari et Rumangabo. Après des détonations qui ont cessé dans la soirée hier dimanche dans la zone, l'armée congolaise maintient toujours sa position au niveau de Kibumba, au nord du territoire de Nyiragongo. Le calme est-il revenu à Goma après la manifestation qui était organisée par la société civile? Oui, la tension a baissé aux heures de la soirée dans la ville de Goma après une journée mouvementée marquée par des manifestations à l'appel de la société civile et mouvements citoyens. Toutes les activités socio-économiques, notamment les écoles, n'ont pas fonctionné. Les transports et les marchés ont repris timidement dans la soirée après une paralysie dans la matinée. En outre, une foule compacte de manifestants munis des bâtons, de croix et des branches d'arbres se sont dirigés vers la grande barrière entre la ville de Goma et de Gisenyi au Rwanda. Ces derniers se sont heurtés à la résistance de la police qui a fait usage des gaz lacrymogènes. La société civile et le mouvement citoyen ont ainsi exprimé leur colère et condamné l'occupation du chef-lieu de Rutshuru, Bunagana et d'autres entités par les rebelles du M23. Quelles sont les conséquences que ces affrontements militaires entraînent dans la région? Oui, les conséquences sont multiples. Sur le plan humanitaire d'abord, plusieurs villages restent vidés de leurs habitants. C'est en particulier dans le groupement des Rugari, Kisigari, Djomba, Bweza, Busanza et même Bukoma dans la chefferie de Bouicha et qui sont déjà occupés en grande partie par les rebelles du M23. Les déplacés sont par milliers dans les territoires de Nyiragongo où ils vivent dans des précarités sans précédent. Les cités de Kiwanja et Rutshuru qui ont été conquises récemment par les rebelles se sont aussi vidés d'une partie de leur population qui ont pris la fuite vers la chefferie voisine de Buito et d'autres vers Lubero au sud. De même pour les déplacés cantonnés dans deux grands sites, des Rwasa 1 et 2 près de Kiwanja, estimés à plus de 20 000 personnes qui ont fui également les milieux à l'absence des autorités administratives et sécuritaires locales. Il faut aussi noter, Kelly, la suspension du trafic sur la nationale numéro 2 qui relie Goma Rutshuru à Butembo, un axe d'intérêt capital pour les populations du Nord Kivu en général. Plusieurs conséquences sont déjà enregistrées, notamment des camions de marchandises et véhicules de passagers bloqués depuis vendredi soir des parts et d'autres de la zone occupée. Et que disent justement les autorités militaires au sujet de la situation qui prévaut dans cette partie du pays? Le gouverneur militaire Constant Ndima appelle la population à la vigilance tous azimuts en ce moment où, selon lui, la province fait face à une situation sécuritaire très préoccupante. Le porte-parole du lieutenant-général Constant Ndima a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion de sécurité ce lundi.
Dans cette déclaration, le gouverneur appelle à éviter des comportements susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Il appelle par ailleurs à l'assistance aux déplacés pendant qu'il annonce des opérations militaires et patrouilles conjointes avec la MONUSCO. Voilà la situation de manière brève, Kéline Kouté. Merci Sifa et bonne soirée. Merci à vous autant. Merci Sifa Magourou et Kéline Kouté. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, et aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Alors qu'il y avait un semblant d'accalmie, il y avait cette dynamique, les attentions étaient focalisées sur les efforts diplomatiques qui étaient en cours. Subitement, les combats ont repris entre les M23 et les FRDC. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être à la base, qu'est-ce qui peut expliquer, n'est-ce pas, cette reprise d'hostilité? Merci en tout cas pour la question. Je profite pour saluer mes co-débatteurs, mes collègues professeurs d'université. Je voudrais vraiment bien mettre dans le contexte. Il faut bien se rendre compte que nous étions pratiquement dans une impasse depuis quand même plusieurs semaines. Le fait qu'il y avait Bunagana qui était occupé et la situation commençait à se stabiliser dans le sens où ça devenait un fait accompli dans lequel on a une partie du territoire de la RDC qui est occupée. On avait laissé une chance à l'action diplomatique, comme vous l'avez dit, l'action diplomatique avec deux axes. L'axe d'abord au niveau de Luanda, avec une dynamique étatique entre RDC et Rwanda. Et vous aviez l'axe Nairobi, avec une dynamique interne, ce qu'on appelle maintenant dialogue intercongolais. Donc comme si on revenait, entre guillemets, à Sun City en 2002. Et donc dans cette dynamique, de ces deux dynamiques, la situation s'est révélée coincée. Coincée, d'une part, puisque le dialogue de Luanda, qui est un dialogue étatique, se retrouve confronté à un dialogue interne au Congo, sur lequel un des protagonistes, à l'instar du M23 qui a été traité de terroriste, ne peut pas participer à ces dialogues, alors que c'est ce groupe rebelle qui est à l'origine, entre guillemets, de toute la dynamique qui se fait à Nairobi. Et la situation en étant bloquée, il faut la débloquer. La débloquer dans quel sens? Est-ce qu'on la débloque en acceptant les faits accomplis, ce qui est inadmissible non seulement pour le côté du gouvernement congolais, mais aussi par la dynamique, en sachant très bien que le M23 contrôlant un poste frontalier peut rester des semaines, voire de mois et de mois, sans aucun problème, et en ayant le soutien aussi bien, ce qu'on oublie souvent, aussi bien du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda, puisque Bunagana n'est pas à la frontière avec le Rwanda, Bunagana est à la frontière avec l'Ouganda. Donc on ne peut pas nier que l'Ouganda soutient d'une certaine façon, soit direct ou indirect, aussi le M23. Et ce qui pourrait poser comme problème en termes de dynamique de la résolution de ces différents problèmes. La situation devait être débloquée d'une façon ou d'une autre. Et la façon qui a été optée aussi bien du côté M23 que du côté de l'armée congolaise, c'est de devoir passer par la force. Forcer l'ennemi, forcer la dynamique pour impulser, relancer toutes les dynamiques dans tous les sens. Or, en impulsant cette dynamique militaire, que ce soit du côté congolais comme du côté M23, l'évaluation des différentes forces sont en défaveur de la RDC. Et de cette façon-là, on l'a dit déjà depuis plusieurs émissions ici sur Radio Okapi, qu'on avait un problème structurel avec l'armée congolaise. Et à chaque jour, à chaque offensive militaire, on s'aperçoit effectivement que l'armée congolaise éprouve les plus grandes difficultés à pouvoir assurer et mener véritablement les missions d'une armée pour protéger les populations civiles. Oui, le fait d'avoir permis au M23 de rester pendant 4 mois à Bunagana, cela n'était pas de nature à les aider, n'est-ce pas, à créer des ramifications au-delà de cette cité, ce qui pourrait avoir, n'est-ce pas, facilité la tâche à cette rébellion pour lancer l'assaut sur Rutshuru et Kiwanja et prendre, n'est-ce pas, le contrôle de ces contrées? Oui, tout à fait, parce que tout simplement, le M23 n'était pas dans une logique, même s'ils disent qu'ils sont dans une logique de dialogue, c'est toujours la même chose en termes de négociation et en termes de message politique. On fait un message tout en faisant le contraire de ce que l'on dit. Et donc, par rapport au M23, de manière très claire, ils ont profité de ce moment-là pour se renforcer dans le cadre de recrutement, se renforcer toujours dans la dynamique militaire, dans leur dynamique militaire pour continuer à forcer le gouvernement congolais à aller dans leur sens.
Et ce laps de temps a été profitable pour eux du fait qu'ils ont un ancrage. En ayant un ancrage, ils ont quand même des moyens qu'ils tirent d'une certaine façon par rapport à toute une série d'exploitations et qui se consolident. Et quand un mouvement rebelle se consolide territorialement, il devient pratiquement difficile de pouvoir l'en déloger. Et de là, de par l'option militaire par rapport au blocage, pour essayer de forcer tous les blocs, pour les déblocages aussi bien diplomatiques que militaires, malheureusement, cette stratégie tourne au désavantage de la RDC, d'où les conséquences que nous connaissons. Et alors, ce que l'on remarque, ce que l'on va remarquer dans les prochains jours, certainement avec les succès maintenant que le M23 a, le M23 va changer de langage, va changer de discours et va changer de revendications, va passer dans ce qu'on dit dans l'expression congolaise, va adopter un nouveau narratif. Et ce nouveau narratif va avoir comme impact de pouvoir essayer de rallier une partie de la population, non seulement du Nord Kivu, mais aussi de la RDC, en leur faveur avec ce nouveau narratif. Et alors, ce que vous devez savoir, messieurs, c'est que malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que avec le changement de narratif, veut dire qu'il faut qu'il y ait de nouveaux leaders qui adoptent ce nouveau narratif. Et qui vont être ce nouveau leader, vous allez vous rendre compte, ce seront des politiciens congolais qui vont rallier et qui vont reprendre ce nouveau narratif et essayer de se jouer au positionnement et ainsi congoliser un mouvement que le Congo dit que c'est un mouvement étranger et le congoliser avec des revendications congolaises. Et donc l'histoire qui se répète, on se rappelle de l'arrivée de l'AFDEL en 1997. On se rappelle de l'arrivée de la FDL, on se rappelle aussi de l'arrivée du RCD, et aussi il ne faut toujours pas oublier que cette dynamique est toujours en lien à ce qu'on appelle les dynamiques politiques, non seulement provinciales, mais aussi nationales. C'est-à-dire que lorsque vous regardez ce qui se passe à Kinshasa, par rapport à ce qui se passe à l'Est, vous avez l'impression que nous sommes dans deux pays différents, que nous sommes dans deux dynamiques différentes. Les problèmes qui se passent au niveau de l'Est, dans la lecture, dans les commentaires, dans les communiqués, dans la mobilisation de la population dans d'autres régions qui sont très faibles par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et malheureusement, cette dynamique qui est en train de faire une scission entre deux niveaux va faire en sorte qu'il va y avoir un nouveau narratif et beaucoup de politiciens à mal de positionnement vont saisir l'occasion pour se repositionner et espérer, s'il y a des négociations, bien entendu, comme on dit toujours au Congo, c'est un pays des arrangements, on va essayer de voir pour s'arranger et devenir ministre, devenir gouverneur, etc., etc., etc. Malheureusement, c'est dans ça que l'on va se tourner. Et le problème de fond, malheureusement, le problème de fond ne sera pas résolu et qu'on va encore tourner, comme on appelle, dans un cercle vicieux. On commence avec une problématique. En 1996, c'était la problématique des Banyamulenge qu'on a commencé. On a abouti à l'AFDL et l'AFDL est arrivé au pouvoir à Kinshasa. On a eu, après ça, les difficultés que nous connaissons tous, le RCD Goma, mais qui n'est pas arrivé à Kinshasa pour ce que nous connaissons dans nos livres d'histoire. CNDP, Kunda, Mutebousi, toutes ces dynamiques, malheureusement, à chaque fois, on ne résout pas les problèmes puisque chaque fois, on va, parce que la dynamique nationale, politicienne, prime maintenant sur la résolution des problèmes qui se passent dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, et on a ce recommencement, et ce recommencement va perdurer. Et la même problématique qu'on a eue en 1996, et même en 1998, 2002, 2003, c'est qu'on va aussi, il ne faut pas non plus se le cacher, on va avoir aussi une dimension de recrutement par le M23 de toute une série de militaires congolais qui ne sont pas non plus qui seront aussi en mal de positionnement par rapport à la dynamique militaire et qui vont espérer se retrouver mieux du côté du M23. Et malheureusement, on va retrouver ça. Merci, professeur Martin Ziakwao, docteur en relations internationales et professeur d'université. Vous êtes chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Quelle lecture vous faites de cette escalade dans les combats entre le M23 et le FRDC? Découle d'une dynamique liée à la planification des deux initiatives que le professeur Bob venait d'évoquer, à savoir le processus de Nairobi et celui de Luanda, interrompu malheureusement presque au même moment suite à des processus électoraux au Kenya et en Angola.
vous constaterez que juste après le dernier round de Nairobi en fin juin, il y a eu un constat de cessez-le-feu consolidé début juillet par la signature de la feuille de route entre les présidents Tshisekedi et Kagame, mais malheureusement, ces dynamiques ont été interrompues de fait, non pas du fait de la RDC, mais du fait des tierces parties censées accompagner les parties prenantes à la résolution du conflit. Et cela a joué pleinement en faveur du M23, parce que la RDC était liée, n'est-ce pas, au devoir de respecter le cessez-le-feu, d'observer le cessez-le-feu. Le Rwanda a dit que ça n'impliquait pas le M23, qui lui-même a déclaré plusieurs fois ne pas se reconnaître dans la dynamique de Luanda et a déploré avoir été écarté de l'initiative de Nairobi. Et donc, le jeu était en réalité en faveur du M23, aussi bien en termes de réorganisation que de renforcement de ses positions pour de nouvelles offensives. Alors maintenant que la situation a évolué aussi bien au Kenya qu'à Luanda, en Angola, voulais-je dire, il y a nécessité d'une coordination de ces initiatives. Parce que vous constaterez qu'au niveau de Luanda, c'est entre deux pays, tandis qu'au niveau de Nairobi, c'est une dynamique interne entre le gouvernement en consultation avec des groupes armés, mais avec un autre volet militaire impliquant les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. D'où la problématique du quand le déploiement de la force régionale qui a constitué, en termes de rhétorique, un levier devant servir à faire pression sur le M23. Les atermoiements au niveau sous-régional, régional et international sur le déploiement de cette force régionale a largement joué en faveur du M23 qui, à un moment, a observé de fait le cessez-le-feu sans se sentir lié par un acte d'engagement, du fait d'une pression morale dont il a tenté de tirer profit en exprimant et en multipliant la volonté de dialoguer avec la partie congolaise. Alors de mon point de vue, le M23 qui a largement bénéficié de l'interruption de fait des initiatives de Nairobi et de Luanda, ainsi que des atermoiements sur le déploiement de la force régionale, a profité en réalité pour demander le dialogue. C'est ce qui, de mon point de vue, constitue l'enjeu majeur au travers des offensives que nous observons. Alors la question, c'est peut-être pas sur le fond, la question c'est peut-être sur le timing. D'une part, il y a une partie qui prend de l'ascendance et qui dit vouloir dialoguer pour résoudre le problème, et d'autre part, il y a la partie gouvernementale qui déclare orbis ne pas vouloir négocier avec le M23, mais négocier avec le Rwanda, qui du reste ne se reconnaît pas en lien direct avec le M23. Alors il y a un imbroglio qui questionne le timing de la négociation. Je pense que dans les jours qui suivent, les dynamiques au niveau international telles que ça s'observe, toutes les parties prenantes, notamment celle du Conseil de sécurité, insistant sur le fait que la solution ne pourrait pas être que militaire, je pense que la question serait: y aura-t-il négociation? Je ne pense pas que ce soit la bonne question, mais quand est-ce qu'il y aura négociation et comment est-ce que cette négociation pourrait-elle être enclenchée? Est-ce qu'on va observer dans un premier temps, de manière tout à fait indirecte, une dynamique secrète de négociation entre les parties directement concernées au niveau étatique, mais aussi avec le M23, ou on va continuer à observer un certain rejet, d'une part, je vais faire allusion à la partie gouvernementale, de maintenir la pression, alors que le M23 serait en train de capitaliser les appels au niveau aussi bien de l'Union africaine que du Conseil de sécurité appelant au dialogue. Je suis forcément tenté de croire que l'enjeu, c'est le timing de la négociation, et c'est ce à quoi nous pourrions assister dans les prochains jours. Professeur Martin Ziakou, le gouvernement congolais a réagi, n'est-ce pas, à cette escalade en décidant d'expulser l'ambassadeur rwandais en RDC.
Ces gestes, vous êtes spécialiste en relations internationales. L'expulsion de l'ambassadeur rwandais, est-ce que c'est un geste qui peut avoir quelle portée sur le plan diplomatique? Est-ce la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, ou c'est encore le début d'un processus qui peut aboutir à cette rupture? Pas du tout, il ne s'agit pas de rupture, parce que la rupture est matérialisée au travers de la fermeture de la mission diplomatique. La mission diplomatique rwandaise est toujours ouverte, son personnel est toujours en activité, seulement l'ambassadeur a été expulsé, et c'est un acte symbolique traduisant généralement la gravité d'une situation qu'un pays, n'est-ce pas, déplore pour exprimer également de la protestation. C'est purement symbolique, les relations entre les deux pays ne sont pas rompues. Par ailleurs, on peut constater que c'est quand même un acte de plus susceptible de tendre vers la rupture des relations diplomatiques. Dans un premier temps, il s'est agi de convoquer à plusieurs reprises l'ambassadeur rwandais accrédité près la RDC. Ensuite, il s'est agi de retarder, n'est-ce pas, la présentation des lettres de créances de l'ambassadeur congolais accrédité près le Rwanda. Et le développement de la situation a en réalité, n'est-ce pas, au gouvernement, je veux dire au Conseil supérieur de la défense qui a levé cette option prise en charge par le gouvernement, d'expulser l'ambassadeur. En réalité, c'est sous pression aussi de l'opinion publique. Maintenant, est-ce qu'on peut penser que dans les prochaines semaines, si la situation sécuritaire n'étendrait pas dans le sens souhaité par le gouvernement, on pourrait arriver à une rupture des relations diplomatiques? L'option n'est pas à écarter, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Et tant qu'on n'y est pas, ça signifie qu'il y a encore une volonté de la part du gouvernement de négocier, de discuter avec son partenaire rwandais. Oui, sur le plan humanitaire, nous l'avons suivi, la situation est préoccupante, comme l'a signifié Bruno Lemarquis. Des milliers de personnes se déplacent fuyant, n'est-ce pas, les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Et à votre avis, de quelle manière faut-il gérer cette situation humanitaire pour éviter justement de connaître une catastrophe humanitaire que redoutent beaucoup d'observateurs? Alors d'une part, vous avez raison de faire remarquer qu'il y a menace d'une catastrophe humanitaire, mais d'autre part, du point de vue géopolitique, il est important de souligner le fait que les déplacés internes et les réfugiés constituent également des vecteurs de l'insécurité. Ça signifie qu'une mauvaise gestion de cette crise humanitaire pourrait contribuer à enliser la situation au niveau sécuritaire. De mon point de vue, il faudrait absolument qu'il y ait un plan, non seulement au niveau national, mais également au niveau sous-régional sur la gestion de cette crise humanitaire. Parce que vous avez dans les pays voisins plusieurs centaines de réfugiés congolais qui en réalité à un moment constituent des pépinières où sont recrutés des combattants pour renforcer le moment venu un groupe armé, comme c'est le cas actuellement avec le M23, lorsque cela s'avère utile pour X, Y, Z motifs. Donc je pense qu'au-delà de simples faits humanitaires tels que c'est pris dans son sens positif, la géopolitique impose que l'on constate que si la gestion du problème humanitaire n'est pas à la hauteur des enjeux, on sera en réalité en train de maintenir une situation de conflictualité dont les effets pourraient porter atteinte à ce qui est en train d'être fait maintenant, parce que l'enjeu, en réalité, c'est pas simplement de restaurer la paix, mais c'est de parvenir à une paix qui soit durable. Merci, et merci. Cette paix durable passe aussi au travers d'une gestion efficace du problème humanitaire. Merci, professeur Chaubert Agedonga, professeur à l'université de Kisangani et à l'université catholique du Congo, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Vous êtes aussi chercheur principal dans les piliers violence du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Rutshuru et Kiwanja occupés par le M23. C'est quoi votre analyse, n'est-ce pas, par rapport à cette nouvelle donne, professeur Chaubert Agedonga? Allô, professeur Chaubert Agedonga? Allô? Voilà, apparemment, il n'est pas là. Et professeur Bob Kabamba, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous écoute. Voilà, vous avez évoqué, quand vous avez évoqué l'aspect diplomatique avec l'axe Luanda et l'axe Nairobi, l'axe Luanda avec cette dynamique étatique, et l'axe Nairobi avec cette dynamique interne, est-ce qu'il était impossible, ou il est impossible aujourd'hui de concilier ces deux dynamiques? Au fait, c'est que le Congo ne veut pas qu'on concilie ces deux dynamiques. Au fait, en gros, puisque le Congo veut que le débat reste au niveau étatique pour exclure justement le M23 en disant que le M23 n'est pas un mouvement rebelle comme les différents Maïmaï, Adeko, Maïmaï Mutomboki, etc. Et donc, il est vraiment très, très, très délicat pour la RDC. Si la RDC lie les deux dynamiques, alors là, on va être obligé de pouvoir apporter d'autres pays que le Rwanda. Nous avons la même chose qui se passe au sud Kivu avec le Burundi, et on a la même chose qui se passe au nord et avec le ADF. Et donc, si on essaie de lier ces deux, ça veut dire qu'on va arriver à avoir une problématique Luanda, mais qui va concerner, dans ce cas-là, ce qu'on va appeler les groupes armés, les sous-armés étrangers actifs en RDC. Et là, c'est une autre dynamique. Et de mon point de vue, cette dynamique-là, elle est dangereuse puisqu'elle va à nouveau montrer les faiblesses du Congo par rapport justement à la gestion de tous ces différents groupes étrangers qui sont actifs sur le territoire et qui sèment de la désolation et qui causent des torts et même des crimes horribles vis-à-vis des populations congolaises. Et à ce moment-là, on considérait le M23 non pas comme un groupe rebelle congolais, on va considérer le M23 comme un groupe étranger soutenu avec des étrangers soutenus par le Rwanda. La même chose que l'on a dans toute une série d'autres dynamiques, comme je viens de l'évoquer. Et donc, ça serait vraiment difficilement acceptable pour la RDC de pouvoir lier les deux dynamiques. D'où même cette volonté de pouvoir garder ces deux dynamiques. Oui, il y a une dynamique qui concerne le Rwanda, spécifiquement, mais de mon point de vue, en oubliant que l'Ouganda est aussi impliqué, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Bunagana, et la deuxième frontière qui vient de tomber entre les mains du M23, c'est pas une frontière rwandaise, c'est une frontière ougandaise. Et donc, comme c'est une frontière ougandaise, il est inadmissible et incompréhensible que l'Ouganda ne réagisse pas, puisque c'est à sa frontière par rapport à une dynamique qui est en train de se passer. Merci. Alors que nous savons tous que l'Ouganda est impliqué dans la dynamique contre les ADF. Merci. On me signale que le professeur Schobert Agenonga est là. Est-ce que vous êtes là, professeur? Professeur Schobert Agenonga, vous êtes là? Oui, bien sûr. Voilà, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Kisangani et à l'université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, des géopolitiques et des sociologies militaires, et aussi chercheur principal dans les piliers violence du groupe d'études sur les Congo GEC en sigle. J'ai posé la question de savoir comment vous analysez cette nouvelle donne avec Rutshuru et Kiwanja qui sont occupés depuis quelques jours par les M23. C'est quoi votre analyse par rapport à cette nouvelle donne? Oui, bien évidemment. Et le moins que l'on puisse dire sur le nouveau revirement qui est survenu sur le terrain, c'est que c'est depuis très longtemps, je pense que peut-être que les institutions congolaises ont baissé la garde. Le M23 tenait plutôt à négocier directement avec le gouvernement de Kinshasa. Et pour y parvenir, il tenait Mordikis à consolider sa position sur le terrain, c'est-à-dire occuper des entités stratégiques pour arrondir les angles, et avec le soutien dont le M23 bénéficie de la part du Rwanda, qui est le plus cité, alors qu'on ignore l'Ouganda, alors qu'il est connu de tout le monde que le M23 a occupé la cité de Bunagana via l'Ouganda. Un co-débatteur l'a rappelé que Bunagana est à la frontière avec l'Ouganda et non pas à la frontière avec le Rwanda. Et là, on semble parfois ignorer l'implication du Rwanda dans cette dynamique. Donc l'Ouganda voulait dire qui soutient, et d'ailleurs le M23, alors que nous pensons naïvement que l'Ouganda est notre allié. Et alors, eu égard à ce qui précède, il y a quelques leçons qui doivent être tirées de ces dynamiques qui sont survenues sur le terrain. La première leçon est que les institutions congolaises, malgré tout le rapport qui était produit sur le M23 en termes de ses objectifs et des soutiens dont ils bénéficient, n'ont pas pu donner de moyens
au FARDC pour qu'elle soit à mesure de contrer l'avancée du M23 et pourquoi pas étouffer ce dernier dans l'œuf. Et la deuxième leçon sur le plan diplomatique, les actions de la RDC n'ont pas obtenu de pression internationale sur le pays qui soutiennent le M23 et par ailleurs les institutions congolaises n'ont bénéficié d'aucun soutien formel de ces partenaires régionaux et internationaux. Et la troisième leçon, c'est que les Nations Unies n'ont pas imposé ou alors les Nations Unies n'ont pas utilisé le veto, comment dire, pas le veto, mais l'embargo qui pèse sur le groupe armé, évidemment, et pour qu'on essaye d'identifier, évidemment, les sources d'approvisionnement du M23 en armes et à munitions, et pour voir dans quelle mesure peut-être les couper. Et enfin, je vais terminer par là. Les institutions congolaises continuent toujours à se complaire en croyant que l'EAC, qui est une organisation est-africaine dont le pays sont pourtant les potentiels agresseurs de la République démocratique du Congo, vont constituer une source à la crise sécuritaire à laquelle la RDC est confrontée actuellement. Je pense que c'est une grosse bourde en diplomatico-stratégique. Justement, professeur Chobert Raguedonga, au-delà de cette force régionale, n'est-ce pas, à laquelle beaucoup espèrent, quelles pourraient être les marges de manœuvre que pourrait détenir la RDC pour le moment, n'est-ce pas, pour récupérer ces territoires sous occupation du M23 en attendant que cette force régionale puisse être effective sur le terrain? Non, il est fondamentalement important qu'il faut absolument changer d'approche. Changer d'approche reviendrait simplement à dire ceci, et ce sont des rapports que nous avons pu obtenir sur le terrain. La République, les FARDC ont été en infériorité matérielle par rapport au M23. Je pense que ce qui est urgentissime actuellement, c'est de pouvoir, premièrement, c'est ce que nous avons constaté, c'est que la chaîne de commandement a fait preuve d'une inefficacité indescriptible sur le terrain, mais à cause notamment de problèmes d'ordre logistique et d'autres sources ont révélé le fait que, évidemment, les militaires qui étaient au front n'étaient pas suffisamment aussi motivés, ce qui a justifié le fait que nos forces n'avaient autre choix que de reculer devant l'ennemi. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et de l'autre côté, je pense que, évidemment, la République démocratique du Congo devrait repenser son approche en diplomatique. C'est une grosse bourde, je dirais, une fois de plus, de se tourner vers l'EAC dont le pays sont pourtant les agresseurs de la République démocratique du Congo, alors que nous avons des alliés légendaires, voire traditionnels, qui ont toujours été très attentifs, n'est-ce pas, à la préoccupation de la République démocratique du Congo, notamment le pays de la SADC, auquel nous avons tourné les dos. Je pense que c'est une erreur stratégique que la République démocratique du Congo a commise. Donc, pour me résumer, évidemment, il faut repenser cette approche, évidemment, en combinant ce que nous appelons le bâton, bien sûr, c'est-à-dire les pressions militaires et la diplomatie. Donc, d'un point de vue militaire, il faut accroître le moyen logistique au FARDC et pourquoi pas chercher peut-être un allié qui pourrait évidemment soutenir militairement la République démocratique du Congo. Merci, professeur. Dès lors qu'il est clairement connu que la RDC fait face à une agression et cette agression s'est traduite par la présence des militaires rwandais et ougandais sur le sol congolais avec tout le matériel qu'il à la disposition du M23. Voilà, votre ligne est en train de se détériorer, hein. Essayez de bouger un peu et vous allez aussi réagir parce que il y a les auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Et professeur Chobert Raguedonga, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Augustin Tendilongue, j'appelle de Bukavu. Sur le plan diplomatique, je félicite la décision du gouvernement d'excuser l'ambassadeur du Rwanda en RDC et de rappeler notre ambassadeur se trouvant au Rwanda. Quand cela me tienne, je pense que notre gouvernement doit aller plus loin. S'il a quitté l'EAC, une communauté qui ne s'implique pas pour le retour de la paix et leurs nouvelles adhérents. Allô, professeur Agenonga, apparemment il est parti. Professeur Bob Kabamba, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kolosi dans les Lualaba. C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolosi dans la province du Lualaba. La situation qui prévaut dans la partie orientale du pays traduit d'une part la faiblesse de l'État congolais qui chaque fois fait recours aux mêmes stratégies, que ce soit diplomatique ou militaire, qui ne produisent aucun résultat escompté. Et d'autre part, il fait confiance aux dirigeants de la région des Grands Lacs, dont certains sont des vrais hypocrites. On ne peut pas résoudre cette crise par l'intermédiaire d'une quelconque organisation régionale ou sous-régionale. Un travail de fond doit être fait à l'interne. Des grandes réformes sérieuses au sein de toutes les institutions du pays. Oui, professeur Bob Kabamba, votre réaction par rapport à cette réflexion? Oui, M. Patrick de Kolosi, quand il pose la question par rapport à la faiblesse du Congo, bien tout le débat a lieu en fonction justement de la faiblesse de l'État du Congo. La faiblesse de l'État du Congo, on l'a constaté dans tous les sens, aussi bien dans le sens militaire que dans le sens diplomatique, comme vient de le dire mon collègue Chaubert de Kisangani, et dans le sens même politique. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes d'accord que lorsque vous avez un État faible, et cet État faible qui n'a pas assumé ses fonctions régaliennes, ne doit pas s'étonner que les autres États envahissent, prennent des stratégies pour pouvoir capitaliser quelque chose sous cet État faible. Ça se passe en Congo, ça se passe dans d'autres pays. Malheureusement, c'est la règle au niveau international. Et ça, construire l'État fort et qui fait en sorte qu'on n'a pas à pouvoir venir, entre guillemets, s'amuser au Congo. Le Congo l'a été pendant des décennies. Le Congo l'a été pendant la période coloniale. Le Congo l'a été après, avec le régime Mobutu, etc., avec toutes les faiblesses que l'on peut désigner par rapport aux faiblesses au régime Mobutu. Mais il y a quand même une chose, c'est que lorsque vous arrivez à consolider et avoir un État fort qui arrive à solutionner, même si le régime Mobutu a aussi eu toute une série de faiblesses. Alors la deuxième question, qui est la question vraiment importante, c'est qu'il est un fait aussi que le Congo a toujours eu recours à l'international pour résoudre ces problèmes. Même si j'ai dit tout à l'heure que Mobutu était fort, Mobutu aussi a dû faire intervenir la Légion française, la Légion étrangère française, les Marocains, pour l'aider à se débattre de la problématique qu'il avait au niveau de Chaba 1, qu'on appelait Chaba 1 et Chaba 2. Oui, professeur. Mobutu a eu recours aussi aux mercenaires, pour résoudre. Juste encore une chose, monsieur le journaliste, pour vous dire, au sujet des organisations, il faut savoir que la CPGL nous a déjà montré qu'il était impossible de pouvoir compter sur les organisations régionales pour résoudre nos problèmes. Puisque les mêmes textes qu'il y a à East African Community, ce sont les mêmes textes qu'il y avait au niveau de la CPGL. Aucun pays ne peut soutenir un groupe armé qui attaque l'autre. Malheureusement, ces dispositions ne sont pas d'application. Alors, si elles n'étaient pas d'application au moment de la CPGL, alors pourquoi serait-elle d'application au niveau East African Community? Oui, professeur, nous sommes presque à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Et la question fondamentale ici, c'est celle de savoir que faut-il pour encourager la désescalade et n'est-ce pas permettre à la RDC de pouvoir récupérer les territoires qui sont sous occupation du M23. Il est prévu la rencontre de Nairobi du 4 au 11 novembre prochain. Peut-on espérer une solution à l'issue de cette rencontre, professeur Bob Kabamba? Ça sera votre conclusion. Non, on ne peut pas espérer une solution à cette rencontre du mois de novembre à Nairobi, pour la bonne et simple raison que le M23, qui est le principal acteur dans le cas actuel, n'est pas invité. Alors comment voulez-vous résoudre un problème avec quelqu'un qui n'est pas autour de la table? Ce qui va avoir comme conséquence l'aggravement de la situation, et la situation humanitaire va encore s'aggraver, et le M23 va encore conquérir de territoire, et on risquerait, avec ce changement de narratif, entrer dans une autre dynamique
qui va rentrer dans une déstabilisation du Congo, mais aussi dans la balkanisation du pays. Ce qu'il faut éviter à tout prix. Merci. Professeur Martin Ziakwa, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Je suis Alex Kinshasa. On est réellement dans un cycle de rébellion toute fabriquée par le Rwanda, lequel cycle a débuté avec l'AFDEL en 1996. Je félicite le gouvernement pour la mesure d'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, mais j'exige également une mesure similaire à l'encontre de l'Ouganda, qui est l'allié traditionnel du Rwanda et dont l'implication dans la prise de Bunagana a été mentionnée par le Rwanda et d'autres témoins. Le vin est tiré, il faut le boire. J'exhorte le gouvernement à adopter une mentalité de warrior afin de laver l'honneur de notre peuple souillé par les défaites militaires répétées face à ces deux pays. Merci. Oui, professeur Martin Ziakwa, la question fondamentale ici, c'est comment, n'est-ce pas, encourager la désescalade? Comment permettre à la RDC, n'est-ce pas, de ne pas perdre la face, de récupérer les territoires qui sont sous occupation du M23? Ça sera aussi votre conclusion parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Je pense qu'il faut éviter des solutions intermédiaires et des solutions éphémères. Il faut s'inscrire dans la longue durée parce que, comme je l'avais dit, l'enjeu principal, c'est de bâtir une paix durable. Et cette paix durable requiert de ne pas y aller sur plusieurs fronts sans coordination. Et c'est ça, je pense, une des stratégies qui pourrait et qui est en train d'affaiblir la République démocratique du Congo dans ses efforts de pacification de l'Est du pays. De mon point de vue, d'abord le discours sur la balkanisation, je pense que c'est pas un discours d'actualité avec pertinence sur les faits d'aujourd'hui. Je respecte les porteurs de ces discours, mais je pense qu'on pourra en discuter prochainement. Par ailleurs, il faut faire également la différence entre la problématique de l'AFDEL RCD et ce que le M23 pose aujourd'hui. C'est dans des temporalités différentes, avec des dynamiques différentes, et la substance est également différente. Aujourd'hui, de mon point de vue, le défi majeur pour la RDC, c'est de concevoir un plan global prenant en compte tous les différents fronts. Le front concernant les groupes armés congolais au niveau local, le front concernant les groupes armés étrangers opérant sur le territoire congolais et que les autres considèrent à tort ou à raison comme étant une menace pesant sur leur sécurité, le front lié aux relations avec les pays posant problème à la RDC, mais aussi, et nous devons le souligner, le front des acteurs occultes que l'on situe au niveau international. Il faut également questionner ce qu'ils veulent, intégrer leurs revendications et développer une intelligence de réponse à leurs attentes. Du coup, il ne faut pas y aller de manière dispersée. Il faut penser un plan global qui prenne en charge le problème sécuritaire dans ses différentes dimensions, et cela nécessite d'abord de la réflexion stratégique. Je voudrais peut-être aussi souligner le fait que la mesure militaire ne suffira pas pour résoudre le problème. Parce que le problème est lié d'abord à l'ordre structurel. Cela a été dit, la RDC est faible, et rebâtir la RDC, ce n'est pas forcément par la puissance de feu. L'on dit en même temps que l'armée n'arrive pas à faire face à cause de problèmes structurels. Et donc, il y a un défi de remodélage de la RDC en tant qu'État. Ceci suppose de réformes qui doivent être menées, mais en même temps, il y a nécessité pour la RDC de mobiliser ce qu'il y a des possibles. Et ce qu'il y a des possibles aujourd'hui, à part l'armée qui accuse de la faiblesse, c'est la population. C'est la population qui doit être mobilisée pour donner du tonus au gouvernement, mais en même temps, le gouvernement devrait intégrer la nécessité des réformes. Merci, on a compris. On a compris, on a plus assez d'état malheureusement. Dans le cadre de la RDC doit suffisamment implémenter. Merci, professeur Chobert Agenonga. Est-ce que vous êtes là? Professeur Chobert Agenonga, est-ce que vous êtes là? Malheureusement, il est encore parti, on l'a perdu. Merci, et c'est la fin de cette émission. Alors, bande kotolani bisonyos, to banana professeur wa bandaki. Il y a le BT, Ouganda a aidé d'une manière secrète. Aza aidé M23. Alors, il y a encore un nyons. Oyo bakinaki à Luanda. Tangu biso to respecter bakor, bango kuna baza ko progresser. Baza ko sala ba complot na bango. Et puis ba ideo ka bazo pesa wana.
o bauto lobana ke o voilà dialogue ekozala te o makambo nde esalama ekala ekozala te toza décide bakopuse motu mongo te biso tokotelema mpo na mboka ekomi ta torekipere mboka na biso tala bandeko tozose mobilize bakonzi bayebi bakotika mboka ekende te nga naza na confiance ete ata barebele bapusani bakotikala kobotola Goma te congolais tantolanda badialogue mutamuta aza na opinion na ye bolani bandeko mosusu nde balobi oyo eza mboka na biso mutu moko te akotikala kozwa mabele na biso bopartage débat oyo mutu nyonso alanda yango parce que baide mosusu bapesi wana eza très important mais biso ifo Uganda akite mpe EDC bandeko botia pression tolandi na débat okatika mo extrait wana oyo professeur ampe alobi ke Uganda azosoutenir yango secrètement bandeko eza facilité atako tozali na armée ya makasi tobunda na des armées conventionnelles eza invasion te biso soki fo toluka mpe pays moko aide biso ou bien tobunda na des pays biso moko bakonza mboka baza na bastratégie baoccidentaux problème eza wana baoccidentaux baolinga faci acede faci akosede te acede comment c'est-à-dire faci andima banégociation na barebele do tozonga lisu na position akala mboka oyo bainfiltre bakotaki mingi alors bango baoccidentaux na bango moko oyo tu wana baenemi na biso bamoto komo récupérer mboka miteme ezobeta biso totiki bato oyo bakobonga balinga biso tobonga te bandeko débat oyo eye na mwa moko kitoko bopartage bato oyo bayoka soni parce que trop c'est trop to récupérer mboka ezosala pasi oyo eza mboka na biso koma bato moko boye bauti nulle part baya lelo kodenda voilà biso oyo tosali boye non congolais telema tokobanga bato oyo te bendele koya te tobengana bato de notre sol congolais parce que ezosala mapasi mais boyeba ete ndenge bozomona bakonzi baza décide baadeside ete barekipere mboka na maboko ya bato nde bozomona baprésident wana mibale ya Uganda na Rwanda base basali bacope na bango me bakoresir te ozomona bakoresir te pourquoi parce que biso toza union sacrée baza réuni ozomona mokonzi ya mboka akotikela bango te faci ndenge bozomona atelemi mpo na mboka epi akotikela bango ata centimetre moko te parce que trop c'est trop bandeko sozotala complot international okomona penaki bato oyo non tokoganye nga nazobanga eloko te mokonzi ya mboka azosala nyonso mpo na mboka bato wana nyonso bakozwa échec congolais ezala na kimia bato oyo bakovivre tokoganye mpe bato bakokima mbango toali awa tant que président Félix aza décidé mpo na mboka yango baza na souci tozorécupere mboka par tous les moyens faci ayebi mposa bacongolais tokonégocie na bango te faci azosala oyo ndeko nango oza na posa zala na kimia deba wana moto aza na opinion na ye eza démocratie me makambo mosusu balobi wana jamais kosalama na mboka na biso bandeko tozala connecté passe comme temps bato nyonso
bakovivre kala te baloba makambo yango kombo bakovivre yango très très sérieux bango baloba na ndenge ekomi match ebaluki ekobaluka mpe bakovivre yango président Félix akotikela bango te. Alors c'est à ce point tokoma clôturer émission na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo partager. Au revoir, à la prochaine.